Nicolas Deschamps, bonjour et bienvenue sur, BlockX. Donc Bonjour Nicolas, Pierre. tu es blockchain advisor et tu es le fondateur du jeu de cartes stratégique, Dégé Noir. Est-ce Tout que à fait. dans un premier temps, tu peux te présenter, ton parcours et raconter ce que tu fais aujourd'hui, s'il te plaît? Bien sûr. Donc, de base, en fait, j'ai plutôt un profil entrepreneurial. J'ai fondé ma première société en 99 dans le domaine de la musique. Puis ensuite, donc, j'ai un parcours qui a évolué vers d'autres domaines. Et pour en 2007, cofonder un groupe qui est dans le domaine de la nutrition sportive, encore aujourd'hui, mais que j'ai quitté depuis 2017, donc de 2007 à 2017, où j'ai géré donc un groupe qui a opéré sur la France et certains pays francophones, avec une petite partie tech malgré tout, puisque ayant moi-même déjà monté mon premier site en 2007, et puis après, j'en ai monté aussi pas mal d'autres pour moi-même ou pour d'autres. Et donc, par rapport à cette structure dans la nutrition sportive, les outils qui étaient à notre disposition à ce moment-là, en fait, ne correspondaient pas forcément à nos besoins. Donc, j'avais notamment conçu des outils qui nous permettaient de surveiller le marché, les pays voisins, les clients, enfin, voilà, c'était un tout. Et jusque ensuite, donc 2020, avec le premier confinement qu'on a tous subi. Et puis, j'avais déjà eu un œil sur la blockchain en 2010, dès le début. J'avais pas pris le temps, malheureusement, de m'y pencher, jusque vraiment 2020, où j'ai commencé à investir un petit peu dedans, et puis euh, comprendre comment ça fonctionne, me mettre dedans de plus en plus et apprendre tout ce qu'il y avait derrière, et jusqu'à devenir, après, du coup, maintenant, blockchain advisor à temps plein. D'accord, donc un vrai parcours, entrepreneurial, avec toute l'expérience que ça peut apporter. Donc on va parler de ton jeu de cartes juste après. Dans un premier temps avec, en tant que blockchain advisor, comment tu vois toi cette fonction-là dans l'écosystème? Et qu'est-ce que tu fais toi concrètement aujourd'hui au quotidien en tant que blockchain advisor? Pour moi, un blockchain advisor aujourd'hui doit être un relais entre le porteur du projet. Donc, ça peut être soit quelqu'un qui a un projet dans la continuité de son activité qui est déjà actuelle, donc notamment avec des outils Web 2 déjà en place, ou alors quelqu'un qui n'est pas encore en activité, qui a simplement un projet purement Web 3, soit pour une conception de jeu ou autre. Donc, il y a ces deux aspects-là. Et donc, ce que je disais juste avant là, c'est que pour moi, un blockchain advisor doit être ce relais entre le porteur du projet et l'écosystème, avec un réseau, à commencer donc par des devs purs, une équipe juridique, tout un entourage en fait que je me suis fait et que je me constitue encore aujourd'hui au fur et à mesure afin d'apporter ben, un service complet. D'accord, ouais, donc tu en tant que blockchain advisor, tu as aussi une équipe avec qui tu travailles, pour des expertises que tu peux pas avoir Oui, tout à dans fait. l'immédiat? Bien D'accord. sûr, parce que dans le cadre Et de certains projets, heu, je recommande en fait souvent de d'abord commencer par une étude de faisabilité, parce que, d'une idée, parfois on n'a pas forcément conscience, de ce que cela implique en termes soit de coûts ou, des retombées. Le ROI, en fait, parfois on se rend compte qu'après l'étude, bah, voilà, c'est pas faisable. Il vaut mieux pas investir des milliers des cents plus que ça dedans, puisque voilà, l'idée pour le moment n'est pas viable en l'état, par exemple. Ou alors, bien sûr, confirmer son projet et même y agrémenter bah, toutes les idées et les outils autour qui vont pouvoir permettre bah, quelque chose de, bah, de réussi, en fait. Donc, ouais. effectivement, au niveau des devs, même si moi j'ai des notions qui m'aident, mais c'est des petites notions, hein, donc du HTML, CSS, voilà, c'est du basique. Mais après, en tout ce qui est hard coding, vraiment développement pur, bon, bah là, après, j'ai un partenaire principal notamment qui est senior depuis presque 20 ans dans le codage. D'accord, et donc vu que tu fais aussi à côté un jeu de cartes, tu développes un jeu de cartes, stratégique, ton expertise de blockchain advisor va vraiment se focaliser sur le milieu, des jeux et du gaming?
ou alors c'est vraiment ouvert à globalement, tous les domaines qui peuvent, se présenter à toi? C'est ouvert. C'est ouvert parce que, alors j'ai un dossier sur lequel je travaille dans le domaine du sport, notamment en ce moment. Il y en a un autre dans le domaine de l'immobilier. Donc, c'est mon propre projet aussi, donc, qui est vraiment dans le gaming, pur avec une utilité extérieure, puisqu'il y a aussi la notion de jeu de cartes physique. On en parlera, tout à l'heure. Donc, c'est ouvert, en fait, hein. D'accord. Non, c'est intéressant de discuter de la fonction et du job de blockchain advisor parce qu'aujourd'hui, c'est une personne et c'est une expertise qui se développe de plus en plus, notamment, dans le milieu de la blockchain et en fait, chaque blockchain advisor va pouvoir aussi avoir sa propre expertise sur un domaine particulier ou sur de la fonction, stratégique, plus générale. Donc, toutes les personnes que je vais recevoir, sur cette chaîne et qui feront ça, à temps plein ou sur leur temps, personnel, ce sera intéressant de voir, voilà, de comprendre ce qu'ils font au quotidien et donc la une bonne partie aussi de ton temps aujourd'hui est accordée à ce fameux jeu, de cartes stratégiques, Dégel Noir que, tu es en train de lancer. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment le concept, comment ça se passe? Alors, en fait, c'est, 1er jeu sous cette forme puisque c'est un jeu MMO, donc massivement multijoueur, mais dans le domaine donc des jeux de cartes. Parce qu'actuellement, si on prend donc pour exemple des jeux de cartes stratégiques, que ce soit Hearthstone ou même Pokémon, qui est un super jeu de cartes stratégiques en ligne, euh, c'est du face-to-face en fait. Il y a pas de notion massivement multijoueur dedans. Dans le cadre de DG Noir, il s'agit donc de base de 4 armées de 500 joueurs qui, de par leur stratégie, vont déterminer le gagnant. Il n'y a pas de notion du tout de hasard. C'est vraiment purement de la stratégie, des accords, de la relation humaine, donc du coup, pour la partie en ligne, entre les différentes communautés, trouver des partenaires au sein d'une armée ou de l'autre, peut-être avec des trahisons, tout est ouvert. Et donc ensuite, il y a tout simplement les attaques qui sont placées. Il y a un temps de préparation et un temps, donc du coup, après, pour le déroulement des batailles en elles-mêmes. OK, Nicolas, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit partage d'écran, pour montrer ton site web. Les liens seront mis, dans la description de la vidéo pour les curieux. Donc ici, vous allez retrouver, bah, toutes les informations principales sur la roadmap, sur le white paper, ce qui devrait arriver par la suite et en fait, pour illustrer aussi ces propos d'un jeu visuel, est-ce que tu peux expliquer succinctement, voilà, les règles du jeu avec ces fameuses 4 équipes de 500 personnes, Donc, sur les 4 équipes de départ, il y a donc les Apes, les Vikings, Orcs et Spartans, parmi lesquels il y aura un chef par armée qui sera désigné tout simplement par la communauté. Ça peut être aussi une personne reconnue ou suivie déjà publiquement qui pourra endosser ce rôle, mais c'est pas obligatoire. Ça va être avant tout la communauté qui va décider. OK, très Et clair. juste en dessous, là, tu peux voir donc les personnages, à savoir du coup que c'est moi qui ai designé en fait euh, tous les visuels qu'on a là. Donc là, après, on a les illustrations des 4 personnages. On sera aussi notamment du coup sur la BNB Chain. Voilà, pour moi, il y a d'autres blockchains, mais dans le cadre du jeu, par rapport à la rapidité et les frais de transaction, c'est ce qui nous correspond le mieux. D'accord, ouais, Ça, c'était le plus pertinent et puis vous voilà. retrouverez aussi une roadmap interactive, directement sur le site web. D'accord, donc c'est ouais, le MMO, c'est, parce que moi c'est pareil, je découvre aussi un petit peu, c'est vraiment des jeux qui vont faire intervenir énormément de personnes et pas forcément des petits jeux, soit face to face ou à petit nombre comme on peut trouver, parfois. Ce qui veut dire que 4 fois 500, il faut forcément être 2000 pour pouvoir, jouer une partie. Il y a des bots, il y a des ordinateurs pour pouvoir compléter si besoin. Comment ça fonctionne? Il n'y a pas de bot de prévu actuellement, puisque sinon ça voudrait dire qu'il y aurait une notion de hasard qui devrait rentrer dedans ou une forme de peut-être complémentarité, oui, effectivement, avec des humains manquants. Mais il faut savoir que de base, les armées constituées, c'est tout simplement une possession des guerriers donc, qui sont sous forme de NFT.
Et donc, quoi qu'il arrive, il y a tous les joueurs qui sont présents. Ensuite, il va y avoir le nombre d'attaquants qui va faire, du coup, bah, forcément peser la balance sur, d'un côté ou de l'autre, pour, bah, pour la victoire, en fait, tout simplement. D'accord, Donc, il y a pas d'intervention, externe aux armées. C'est d'ailleurs pour ça qu'on commence petit dans un premier temps, seulement avec 2 000 NFT, et après ça sera voué à évoluer. On intégrera notamment, une notion, de mercenaires qui pourront donc, allouer leurs services. Justement, ça sera peut-être aussi la compensation, par rapport à peut-être un manque éventuel de joueurs sur une armée ou un besoin de renfort. Ça sera ces fameux mercenaires qui seront aussi donc du coup des joueurs qui pourront eux allouer leurs services pour une armée ou une autre le temps d'une bataille. d'accord. Il y aura du Parce que là, scolar tu aussi. tu dis pour démarrer, sur des équipes de 4 fois 500, 2 000 personnes. Alors c'est peut-être rien dans le milieu du gaming et en l'occurrence, je m'y connais pas beaucoup donc peut-être que c'est pas le cas. C'était pas envisageable de démarrer, en tant que 4 fois 50 pour, à plus petite échelle? Parce qu'en fait, ce qui veut dire, c'est qu'une partie ne pourra démarrer, qu'à partir du moment où il y a 2 000 personnes qui vont être subdivisées en 4 équipes, de ce que je comprends bien? Mmh. Comment faire un onboarding, lors du démarrage d'un jeu pour pouvoir ramener autant de personnes d'un coup? En fait, il y a d'une part, très important, c'est la construction de la communauté, à savoir que on rush pas de ce côté-là. Il faut savoir que très souvent, dans le cadre de projets Web3, il y a une petite astuce qui consiste en fait à faire appel à des spécialistes giveaway, donc qui ont une communauté humaine qui les suivent, mais qui s'intéressent uniquement, principalement, à des giveaways parce qu'ils savent que ils sont invités donc à rejoindre un compte Twitter. C'est très souvent sur Twitter que ça démarre. Donc, ils sont invités à rejoindre un compte Twitter, liker une publication, retweet, ou etc. Et donc, en gros, c'est facile en fait de ramener 4 000 à 5 000 personnes, même dans l'heure, à partir du moment où on démarre un compte Twitter. Mais ça va ramener en fait plus un écran de fumée qu'autre chose. Au niveau des interactions, lorsqu'il va y avoir de futures publications, bah, en fait, ça ne va pas suivre. On voit qu'il n'y a pas de cohérence entre le nombre de personnes supposées être présentes et puis le nombre de personnes qui vont interagir, liker les futurs tweets, etc. Donc, euh, la stratégie par rapport à ce projet, c'est vraiment de prendre notre temps, et l'élément déclencheur, du coup, du lancement même des mints va être purement et simplement la communauté. Donc, petit à petit, après, il y a tout un programme, notamment, donc ça, c'est un peu une avant-première que je te donne, en fait, avec des free mint qu'on va mettre en place, qui seront des Genesis Pass, pardon, qui vont donc du coup servir de passe prioritaire pour mint un jour avant le public. Donc, ça aussi, ça va être un outil dont on va se servir pour la communication. Et donc voilà, ça va vraiment être petit à petit, c'est-à-dire que de même que si on n'a pas assez de monde, bah, en fait, le projet ne sera pas tout simplement, tout bonnement pas lancé. Maintenant, demain, on a une communauté de minimum 10 000 personnes qui sont vraiment motivées et qui montrent un intérêt sur le projet. Et bien là, on mettra en place donc du coup le mint, D'accord. sachant que va y avoir le mint des warriors, donc les cartes qui permettent de jouer. Mais après, bien sûr, il va y avoir une phase test, et après, donc en testnet, après le mainnet qui va venir juste après. D'accord. Avant d'attaquer, la partie, de l'utilité, de la pertinence de la blockchain dans ce jeu-là, pour donner un peu une idée aux auditeurs, sur, la finalité et concrètement comment se passe une partie, mais est-ce que c'est un jeu de guerre? Est-ce que tout le monde a le même rôle? Parce que tu me parles de stratégie, mais est-ce que tout le monde a les mêmes fonctions au sein du jeu? Et le but du jeu, j'imagine, je dis ça, est-ce que c'est de tuer l'adversaire? Est-ce qu'il y a d'autres objectifs? Comment ça se passe d'un aspect, voilà, règles du jeu, quoi? Alors en fait, par rapport aux 4 armées, il faut savoir que il va y avoir donc sur le Discord qui sera accessible après par la suite,
il y aura donc une partie publique et une partie privée pour chaque armée. Sur chaque armée, du coup, c'est-à-dire que sur les 4 armées annoncées, tu pourras choisir, toi, de rejoindre plutôt l'une ou plutôt l'autre, donc tu ne vas pas tomber dans une armée par hasard. Et ensuite, par rapport à ça, il y a toute cette stratégie qui va être mise en place entre les armées, mais de base, le rôle, en fait, c'est le même. On a tous un guerrier qui a une valeur, donc, basiquement de 100 points. Donc, après, qui va farmer tous les jours, lui, du token qui va lui permettre d'évoluer. À savoir, du coup, que dans la conception de ce jeu, par rapport à la partie Web3, ce que je souhaitais, c'est que le token ait vraiment purement une utilité au niveau du jeu même et pour la communauté, et qui ne soit pas en fait un moyen pour l'équipe de se payer. C'est-à-dire que nous, on ne va pas détenir de tokens autres que les parties qu'on va devoir provisionner dès le début pour pouvoir lister en fait après le token sur diverses exchanges. Puisque voilà, sur les listings, il faut toujours une réserve de tokens plus de cash pour constituer une nouvelle pool de liquidité sur la place. Et donc, voilà, il n'y a pas, nous, au niveau des tokens, on ne va pas y toucher. Donc, selon moi, un projet de base hein, dans le gaming, bah, en fait, notre rôle, c'est d'apporter en fait un jeu qui donne envie de jouer. Et puis, c'est sur les NFT, en fait, déjà qu'on peut commencer à se payer. C'est la NFT de base, en fait, est un produit qu'on vend comme un objet physique, comme une carte physique, qui sera aussi le cas. Et ensuite, donc, il y a le secondary market où la communauté sera à même de pouvoir revendre. Donc, il y a cette notion aussi de propriété que va apporter le Web3, puisque chaque personne va détenir son guerrier, va être à même de pouvoir le vendre. Et donc, pour finir de répondre, basiquement, toutes les armées, en fait, c'est des guerriers qui sont à une base de 100. Ensuite, sur chaque bataille, il y aura un scénario qui sera amené. Et par rapport à ce scénario-là, une ambiance qui sera posée. Donc, notre rôle, en fait, il est aussi un petit peu sur le principe de Donjon Dragon, pardon, avec un amené comme un maître de jeu qui va pouvoir amener une ambiance, un scénario de jeu qui va conduire donc du coup à un univers et déclencher au fur et à mesure donc du coup les batailles. Une saison dure 4 batailles sur 4 semaines tout simplement. Et donc sur chaque bataille, il y aura 2 vainqueurs. Et après, il y a l'overall à la fin sur la fin de saison où bah, il y aura une armée qui aura gagné plus que d'autres. Mais donc, sur chaque bataille, il y aura un nouveau mint d'accessoires, donc de défense, de renfort et d'attaque. Et ensuite, il suffira de poser sa NFT d'attaque sur telle ou telle armée adverse. Donc, admettons, tous les deux, on fait partie de l'armée des singes. Massivement, on décide qu'on va attaquer principalement les Vikings parce qu'on sait que sur la troisième armée, les orques, on est un peu en accord avec eux. On va tous attaquer principalement les Vikings, admettons. Donc voilà, ou peut-être que les orques, bah, ils nous ont trahis, ils sont déjà en deal avec les Vikings. Et puis voilà, il y a pas il y a pas de coup joué à l'avance en fait. D'accord. Les interactions, alors j'imagine qu'évidemment au sein d'une équipe, on peut interagir, via des interfaces qui sont soit intégrées au jeu ou soit, sur du Discord, ou autre. C'est possible aussi donc, pour faire des alliances ou autre, d'interagir, aussi avec les autres équipes? Comment ça se passe, Bien sûr. ce système d'interface? C'est sur du Discord? Oui, sur Discord, en fait, l'avantage de Discord, c'est que, étant donné qu'on peut vraiment bien ranger, en fait, si je peux dire ça comme euh, ça fait comme un mini forum, en fin de compte, le Discord. Donc, au sein duquel on a donc des groupes qui vont être ouverts à tout le monde et les groupes privés, donc un groupe privé par armée. Donc, c'est-à-dire que donc, les singes auront un rôle qui leur donneront accès à leur groupe privé et pas aux autres, et vice-versa, par exemple. D'accord. OK, non, c'est clair par rapport à ça. Donc j'imagine à travers les NFT, donc tous les skins qui vont pouvoir être, gagnés ou alors perdus et échangés vont pouvoir se faire, les échanges pourront se faire à l'intérieur d'une même équipe ou même, d'autres joueurs, d'autres équipes
Ou même, alors là je pose la question, une fois que le jeu est terminé, j'imagine qu'on reste propriétaire de ces accessoires, de ces skins, via des NFT et qu'on peut aussi potentiellement les vendre par la suite une fois que la partie est terminée? Ou à Bien la sûr. fin de la partie, tout est terminé? J'imagine que non, mais En fait, la partie se termine jamais, j'espère. Et donc, en ce qui concerne les NFT, les Warriors, eux, restent, ils sont permanents. À savoir que donc on n'est pas sur un trading card game en fait sur lequel il faut payer très cher pour pouvoir obtenir un deck optimal. On est sur un expandable card game qui est donc un jeu qui est connu de suite et c'est l'évolution qu'on va en faire qui va y créer en fait sa valeur, son indice de rareté, notamment sur les guerriers en eux-mêmes. Comme je disais tout à l'heure, on commence basiquement avec une valeur de 100, à savoir qu'il y a une petite sécurité, c'est que si certains sont là que pour farmer du token et vendre, vendre, vendre tous les jours, eh bien, chaque jour, en fait, dans ces fameux tokens, on a un festin à servir aux guerriers, puisqu'ils sont en bataille, ils se fatiguent, donc il faut leur servir un festin de manière journalière avec les tokens. Et si on ne le fait pas, si donc on fait que vendre les tokens, tout simplement, de 100, il va passer à 90, il perd 10 points par jour. Donc en fait, au bout de 10 jours, bah, la personne qui est là que pour vendre du token, eh bien, il aura un warrior à zéro, il n'aura plus de force, il ne pourra pas se battre non plus, il n'aura pas de valeur de défense non plus, malheureusement pour l'équipe. Donc, du coup, ensuite, il faudra donc repayer avec le token pour pouvoir remettre le warrior à jour. Et ensuite, il est possible de le faire évoluer donc jusqu'à une valeur de 300 points, qui est le statut légendaire. Et bien sûr, où il faudra quotidiennement se servir en fait du token pour lui servir le festin. OK. Comment vous évitez les bots, dans le jeu? Il y a des moyens pour les détecter, pour les évincer? Parce que j'imagine que ça, à partir du moment où on est sur des aspects gaming, il y a des bots qui sont développés pour pouvoir, bah, générer de l'argent. Comment vous faites par rapport à ça? Alors déjà, nous, les NFT, sur l'entrée de base, les NFT, on ne peut pas acheter 50 NFT. Donc, les personnes qui veulent acheter pourront acheter un guerrier par wallet. Après, ils pourront en détenir jusque 4 sur son dashboard directement en ligne. Mais ça va être après avec le secondary market ou quand il y aura donc des nouvelles armées qui seront faites. Mais donc, basiquement, s'il y a un bot qui achète un guerrier, l'intérêt de toute manière même en fait du bot, si quelqu'un développe un bot par rapport à ça, bah, il n'y aura pas d'intérêt juste à farmer du token, puisque au bout de 10 jours, il ne va plus servir à rien. Donc, il va falloir jouer pour pouvoir profiter de l'ensemble. Donc, et sachant qu'il y a un autre élément qui peut être un petit peu plus difficile, c'est que les guerriers, eux, restent, mais les accessoires sont utilisés que le temps d'une bataille. Donc, on achète les D'accord. accessoires de défense, de renfort et d'attaque, ces trois accessoires-là, seulement pour les batailles. Au bout d'une semaine, ils sont burn directement et il faudra reprendre de nouveaux accessoires pour la future bataille. Donc, ça complexifie un petit peu le schéma pour un bot, en fin de compte. Tu penses pas que ça va frustrer les joueurs d'avoir, de pouvoir acquérir des choses, des objets, des compétences et de les perdre, une semaine plus tard et de redémarrer à zéro? Alors, les compétences restent, puisque la compétence de base concerne le guerrier en lui-même. Donc, oui, sa valeur, elle reste. À partir du moment où le guerrier donc n'a pas 100 points de force, mais 150 à la phase 2 ou 200 ou jusque 300, ça reste, c'est permanent. La vraie valeur en fait du guerrier, elle est là. Après, c'est purement de la stratégie parce que en fait, je parlais tout à l'heure par exemple des mercenaires. Les mercenaires vont pouvoir être dotés directement en token aussi. Et donc, libre à chacun, soit d'économiser en fait du token
pour une utilité autre. Donc peut-être qu'il va choisir de ne pas acheter de renfort au niveau de l'accessoire de défense, c'est pas obligatoire. Donc, voilà, c'est ça, c'est selon chacun. OK. À partir de quelle date, tu penses que vous allez être, parce que là, tu me disais, tout à l'heure, que ça faisait 1 an que tu développais, ce projet-là et plutôt que d'arriver, de faire une levée de fonds sur quelque chose qui était complètement théorique, tu avais quand même pas mal passé pas mal de temps à concrétiser ça dans les détails. À partir de quelle date, hein, concrètement, une équipe de 2 000 personnes pourra jouer, à Dégé Noir? Entre fin novembre et fin décembre, sur la fin de l'année, en fait. Super, ouais, c'est bientôt, hein. Tout va dépendre de la communauté, en fait, aussi. Et tout va dépendre de l'indice de réponse qu'on va avoir déjà avec les premiers free mint, les fameux Genesis Pass, puisque ça va théoriquement commencer à intéresser plus de monde, puisque bah, c'est gratuit. Sachant que les Genesis Pass, en fait, il n'y en aura jamais plus. Il va y avoir un quota. Et donc, après le lancement du jeu, on démarre avec 2000 joueurs, mais après le lancement du jeu, on a pour ambition d'arriver sous 6 mois au moins à 10 000 joueurs. Donc, sachant que ces fameux Genesis Pass permettront toujours de mint en fait un jour avant le public. Donc, et ça, il n'y en aura jamais plus. Donc, même les Genesis Pass vont avoir bah, vraiment une utilité, une valeur en fait. Ouais. Après, il y a la partie physique qui n'est pas négligeable, puisque, étant donné que c'est aussi un jeu de cartes jouable à la maison, sans Internet, sans rien, vraiment un jeu de cartes pur. Donc, sachant que sur le jeu de cartes en fait, physique, on peut jouer jusque 8 personnes dessus, et après, c'est indéfini. C'est-à-dire que tu as un pote qui ramène un deuxième jeu de cartes, un troisième, et on peut faire des soirées même à 200 personnes, 100 personnes, peu importe en fait. Après, il Ouais. suffit simplement de rassembler bah, les armées, de constituer les groupes d'armées, les mercenaires qui vont devoir tourner physiquement, parler sur les moments de préparation de genoux. Sur la partie virtuelle, ça va être en ligne, on se parle sur un Discord, etc. Mais sur la partie physique, le côté sympa, c'est que quand on va avoir cette mise en place, du coup, il y aura aussi une application. S'il n'y a pas de personne qui est à même de vouloir endosser le rôle de maître de jeu, il y aura une petite application qui permettra donc de placer le décor, d'annoncer le mode de bataille, etc. Et donc, c'est vraiment tout simple, hein. Mais c'est surtout l'interaction entre les joueurs qui vont devoir se mettre d'accord. Donc, si c'est quatre armées de 3 joueurs qui sont ensemble, bah, il va falloir échanger avec les autres, trouver les accords, payer les mercenaires. Après, le mercenaire, une fois il peut attaquer que pour une seule armée, donc, ou renforcer la défense d'une seule armée. Donc, une fois qu'il a pris sa mission, bah, ça y est, il est déjà pris. Donc, il faut s'organiser aussi à l'avance. Et euh, je crois franchement beaucoup en la partie physique, puisqu'il va y avoir des événements dans la vie réelle qui vont vraiment pouvoir être énormes. Ouais, c'est sympa de pouvoir faire un jeu de cartes, MMO stratégique qui à la fois est possible, de manière virtuelle et avec, toutes les choses que vont pouvoir apporter la blockchain et de jouer avec quelqu'un, en France, aux US, en Asie, en Afrique et à la fois d'avoir cet aspect physique pour ceux qui souhaitent justement, bah, avoir cet esprit communautaire, physique, qui va relever plus de l'événementiel, à se retrouver dans un grand groupe donc c'est plutôt sympa. Est-ce qu'il y a pour avoir une vision du jeu en termes de graphique, est-ce que vous avez il y a une démo qui va être mis en place, un teasing, avant le release, du coup, courant novembre-décembre? Oui, bien sûr, il va y avoir une petite vidéo de démonstration qui va être faite prochainement, avec tout simplement une vue de la DAP avec un exemple donc, de terrain de jeu. En fait, hein, c'est un champ de bataille tout simple, hein, avec les 4 armées. Et donc, après, où on destine l'attaque donc, sur une armée ou une autre. Donc, du coup, il va y avoir des petits teasings. Il y a déjà quelques vidéos qui ont été faites, mais ça, c'est surtout pour le moment de l'animation de logo ou de mise en, en situation avec
les ambiances donc désert, montagne, et cetera, à titre d'illustration. Mais sur l'Adapure, il va y avoir bien sûr, quelques teasings et puis aussi il y aura bien sûr une phase, test en testnet où là, bien sûr, tout le monde pourra jouer, gratuitement. Une chose est sûre, que j'ai pas précisé aussi, c'est que, les détenteurs en fait des warriors de la saison vont recevoir aussi, enfin pour ceux qui acceptent de donner leur adresse, ils vont recevoir aussi la version jeu de cartes physique gratuitement, en plus donc D'accord. du guerrier, voilà. Ouais, c'est sympa ça. D'accord, super sympa. Et bah, Nicolas, on va arriver sur la fin de l'interview. C'est Assez un vite. plaisir de pouvoir voir ça passe toujours très, très vite, hein, même pour moi et justement cette fois-ci par rapport aux premières interviews, je garde bien aussi l'œil sur le chronomètre. En tout cas, bah, à l'occasion, courant novembre, courant décembre, dès qu'il y aura le release, ça pourrait être l'occasion aussi de faire un point entre, voilà, la théorie, de ce que tu nous as décrit aujourd'hui et concrètement ce que ça donnera avec, le visuel et puis l'organisation, concrète avec, voilà, des démos, des partages d'écran ou éventuellement, montrer, ce que c'est que réellement une partie. Donc, merci pour ton temps. Je te souhaite beaucoup de Merci à courage, toi. dans ton projet, c'est ambitieux et puis au plaisir de te recevoir sur la chaîne, Nicolas. Merci, à plus tard. Au revoir.